Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Rassemblement National de la 11e circonscription de Gironde, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et vice-présidente du Rassemblement National. Alors si vous le voulez bien, et puisqu'on a un peu de temps pour cet entretien, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours politique et de là où vous venez. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur ce parcours ? Vous avez notamment été militante à l'UMP. Est-ce que ça a été une continuité dans votre engagement ou le fait de rejoindre le RN a été une rupture justement ? Ça a été une révélation surtout. En effet, comme beaucoup de Français, en 2007, j'ai voté pour Nicolas Sarkozy parce que je croyais au Karcher, au travailler plus pour gagner plus. Et puis en 2012, je me suis rendu compte qu'il nous avait menti, qu'il nous avait trahis. Et je me suis dit, il faut que je vote pour une personne qui va défendre les valeurs de la France. Et j'ai lu le programme de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et quand j'ai lu celui de Marine Le Pen, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux. C'est exactement ça que je veux défendre, c'est-à-dire je veux lutter contre l'immigration, je veux préserver la sécurité des Français, je veux qu'il y ait une priorité nationale dans notre pays. Et puis, je pensais en effet que Marine Le Pen était une femme courageuse et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, 2/3 des Français considèrent comme moi que Marine Le Pen est une femme courageuse. Donc je ne regrette absolument pas ce choix que j'ai fait en 2012 et je suis très fière aujourd'hui de ferrailler à l'Assemblée nationale aux côtés de Marine Le Pen pour défendre les Français. Alors comment fait-on quand on vient de l'UMP, du parti de la droite de gouvernement, pour franchir ce pas et arriver dans ce parti qui est maudit quelque part par les médias ou le système ? Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Hein. D'ailleurs, le Rassemblement national est devenu le parti politique préféré des Français. Marine Le Pen est la deuxième personnalité politique préférée des Français. Je m'en réjouis parce que ces deux résultats sont le fruit d'un travail sérieux, méticuleux, mené au quotidien par tous nos cadres sur le terrain, c'est-à-dire que ce soit nos élus, nos députés, nos conseillers régionaux, départementaux, municipaux, mais aussi par tout l'appareil politique. Et là, je pense bien sûr à nos délégués départementaux et à nos militants qui font un travail remarquable. J'étais ce week-end à Beaucaire et j'ai pu le constater encore, cette ferveur, cet enthousiasme, ce dynamisme. En fait, toutes ces personnes qui ont envie de redonner son rayonnement à la France. Oui, d'ailleurs, revenons peut-être sur ces journées à Beaucaire. Qu'est-ce qui s'y passe ? Quel type de moment c'est pour vos militants et pour les élus ? C'est un moment de cohésion. C'est un moment de cohésion entre militants, entre sympathisants, entre électeurs du Rassemblement national. Et c'est surtout ce qui donne le top départ de l'année politique qui s'ouvre. Et cette année politique 2023-2024 est particulièrement important parce que dimanche, il y a des élections sénatoriales. Et moi, je tiens à saluer le travail de nos candidats aux élections sénatoriales qui ont été à la rencontre des maires, parce qu'il faut réparer cette anomalie démocratique qui fait que le Rassemblement national arrive en tête dans l'immense majorité des communes françaises, mais n'est pas représenté encore au Sénat. Donc il faut rééquilibrer cette position politique et il serait normal que des sénateurs Rassemblement national fassent leur entrée au Sénat. Et puis ça sera surtout, cette année 2024, une élection très importante, les élections européennes. Vous savez que Jordan Bardella est notre candidat et donc moi j'appelle bien sûr tous les électeurs du Rassemblement national et tous les Français qui veulent à la fois sanctionner le gouvernement d'Emmanuel Macron et en même temps préparer l'avenir. Je les appelle le 9 juin à se mobiliser et à voter pour la liste menée par Jordan Bardella. Vous parliez des élections sénatoriales. Maintenant que le Rassemblement national a plus de députés, donc plus de grands électeurs, vous vous attendez à combien d'élections de sénateurs ? On ne sait pas, hein. De toute façon on sera fixé dimanche, mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une percée au sein de cet électorat. Et là, on le mesurera, c'est-à-dire nous avons un nombre de grands électeurs qui est identifié dans chaque département, et je pense que nous allons considérablement augmenter notre socle électoral. Et ça, c'est vraiment dû à la fois à la dynamique nationale impulsée par Marine Le Pen et aussi au travail de nos candidats au sénatorial qui ont été rencontrer les maires, les élus locaux, qui ont été présentés le travail que les députés à l'Assemblée nationale ont réalisé en faveur des collectivités locales. Et donc je pense que ce message a été favorablement entendu. Et donc si celui-ci pouvait se concrétiser par l'élection de plusieurs sénateurs, ça serait finalement que justice.
Alors revenons à l'actualité plus immédiate, celle de la crise migratoire sur l'île de Lampedusa. Qu'est-ce que vous évoquent ces images d'arrivées simultanées de dizaines, même de centaines de bateaux sur cette île? Ce sont des images dramatiques. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un décide de traverser la Méditerranée, c'est un drame humain. On déplore de plus en plus de morts dans la Méditerranée, mais en même temps, cette submersion migratoire était prévisible. Je rappelle que Marine Le Pen s'est rendue à Lampedusa en 2011 pour alerter sur le danger migratoire qui menace l'Union européenne. Nos dirigeants ne nous ont pas entendus. Ils ont continué à subventionner cette politique migratoire, à même l'encourager. Moi, je vais vous dire, je suis élue d'un département, la Gironde, et il y a quelques jours, la ville de Bordeaux, donc dirigée par un maire écologiste, Pierre Urmic, accompagné du président du conseil départemental de la Gironde et d'autres représentants de communes, ont décidé d'organiser un colloque visant à demander aux collectivités territoriales de subventionner SOS Méditerranée. Et il y a quelques années, au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, c'est le président socialiste de la région, Alain Rousset, qui a décidé d'attribuer une subvention de 50 000 € à SOS Méditerranée pour le bateau Aquarius. Donc, en fait, c'est normal qu'il se passe ce qui se passe aujourd'hui, parce que la France, par l'intermédiaire des collectivités territoriales, par l'intermédiaire d'associations immigrationnistes, s'est fait quelque part le complice de ces passeurs et donc a encouragé l'immigration massive et clandestine. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Lampedusa, porte d'entrée, et l'Italie, porte d'entrée de l'immigration clandestine dans l'Union européenne, comptabilise plus de 110 000 arrivées depuis le début de l'année, soit 2 fois plus que l'année dernière. Donc il faut clairement mettre un terme à ces pompes aspirantes, sinon on passera notre temps qu'à gérer cette crise. Moi, je conteste formellement la position de Madame von der Leyen qui demande à l'Union européenne d'appliquer le principe de solidarité et demande aux pays européens d'accueillir ces migrants. Non, ça n'est pas possible. La France n'a plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Vous savez, il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays, 9 millions de pauvres, 9 millions de personnes ont déclaré qu'ils étaient en statut de privation, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en mesure de dépenser normalement. On compte un nombre considérable de Français qui renoncent à se soigner, qui renoncent à s'alimenter. La précarité étudiante a explosé et donc non, la France ne peut plus accueillir toute cette misère du monde. Alors, Ursula von der Leyen se déplace sur l'île. Elle dit qu'il faut une réponse européenne à l'immigration clandestine. Gérald Darmanin lui-même va se rendre sur l'île. Il y a toute une agitation pour simplement répartir ces migrants sur le territoire européen. Mais la solution, et je le répète et je l'assume, ça n'est pas de répartir les migrants au sein des pays de l'Union européenne, c'est de les faire repartir chez eux. Et c'est la politique la plus humaniste, parce que c'est la seule qui visera à dissuader ces personnes de traverser la mer au péril de leur vie. Il faut qu'on fasse comme l'Australie, l'application du principe de no way, c'est-à-dire que non seulement si vous arrivez sur les côtes de l'Union européenne, vous serez ramené en toute sécurité dans votre port d'origine, et en plus vous n'aurez aucun espoir d'être un jour régularisé. Donc si la réponse doit être européenne, elle doit passer par Frontex qui doit faire son travail, alors que Frontex, aujourd'hui, tout le monde le sait, est devenu une agence d'accueil pour migrants. Quant à Monsieur Darmanin, c'est Monsieur le ministre des fiascos. Monsieur Darmanin va venir à Lampedusa pour faire quoi ? Pour constater son échec ? Or, moi j'attends que Monsieur Darmanin ne soit pas un commentateur de ces échecs, mais soit un ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il envoie un message clair et qu'il dise non, vous ne serez pas régularisé si vous venez en France. Malheureusement, le projet de loi qui sera présenté un jour ou l'autre, ça fait 1 an qu'il a été annoncé, ce projet de loi sur l'immigration, finalement ne va pas du tout viser à dissuader les clandestins de venir dans notre pays, mais va au contraire viser à régulariser massivement des clandestins sous prétexte qu'on va les embaucher dans des métiers dits en tension.
Alors justement, en parlant de cet appel à régulariser, Jean-Luc Mélenchon a parlé du fait que ces migrants n'iraient pas sonner à la porte des aides sociales, mais travaillent, et donc travaillent de façon illégale, non déclarée. Et il dit, contrairement à ce que disent les fascistes, selon ses mots, il est impossible de les renvoyer, donc d'appliquer une obligation de quitter le territoire, parce que ça coûte 13 000 euros par migrant. Est-ce que c'est un coût qu'il faut prendre, 13 000 euros par migrant, pour appliquer ces OQTF, sachant qu'elles sont très compliquées à exécuter? On le voit dans les faits. Monsieur Mélenchon n'est pas le président de la France insoumise, il est le président de la France irresponsable. À un moment donné, la situation sociale de la France est explosive. Moi, je connais, dans ma permanence parlementaire, je reçois beaucoup de personnes, des travailleurs pauvres qui aujourd'hui n'arrivent plus à s'en sortir à cause de l'explosion des dépenses contraintes. Et donc, à ce moment-là, il est nécessaire de mettre en place la protection de ces nationaux. Donc, je le dis, je m'oppose totalement aux propos tenus par monsieur Mélenchon. Non, il ne faut pas régulariser davantage de clandestins, alors que la France en compte déjà environ 800 000. Et je m'étonne de voir que M. Mélenchon, finalement, est devenu l'allié du grand capital. Parce que si on vient à régulariser ces travailleurs, eh bien, on va appliquer un dumping social au détriment des travailleurs français. C'est-à-dire, on va faire un nivellement des salaires par le bas, c'est-à-dire, on va mettre en concurrence des travailleurs étrangers qui accepteront un salaire très bas parce qu'en contrepartie, ils seront régularisés. Et donc, ce sont les salariés français qui vont être pénalisés par cette méthode-là. Mais finalement, qui sera le grand gagnant de cette politique de régularisation massive des clandestins? C'est le grand capital, c'est la cupidité des grands patrons qui, finalement, à travail égal, iront choisir le salarié qui leur coûtera le moins cher. Donc, monsieur Mélenchon est absolument irresponsable et vient même, une fois de plus, trahir les intérêts des salariés français au bénéfice du grand capitalisme qu'il prétend combattre. Mais alors... pas que le grand capital, c'est aussi des petits patrons qui emploient une main-d'œuvre pas forcément déclarée, notamment dans la restauration. Ça concerne aussi des PME que vous prétendez défendre. Ah mais tout à fait, le Rassemblement national défend les TPE-PME, c'est la raison pour laquelle nous voulions une exonération des charges en faveur des entreprises qui font le rayonnement de la France, et en l'occurrence les TPE-PME qui sont le premier pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Moi je considère que la politique qui vise à vouloir régulariser les clandestins sous prétexte qu'il manque de la main-d'œuvre, c'est la solution de l'acheter, c'est la solution de facilité. Moi, je pense que des solutions existent, qu'elles n'ont pas du tout été mises en œuvre. Je pense à la question du logement, je pense à la question de la formation, je pense à la question de la rémunération. Et vous savez que Marine Le Pen, pendant toute sa campagne, a dit aux entreprises, nous allons vous proposer un deal gagnant-gagnant. Si vous augmentez les salaires de 10%, dans la limite de 3 fois le SMIC, eh bien vous serez exonérés de cotisations patronales. Parce qu'en fait, c'est ça que les chefs d'entreprise nous le disent. Et moi, je le vois dans ma circonscription, les chefs d'entreprise me disent, moi, je voudrais bien augmenter mes salariés parce qu'ils le méritent, parce qu'il faut les fidéliser, parce que je suis satisfait de leur travail, mais ce qui me plombe mes comptes, c'est ce qui plombe ma rentabilité, donc ma compétitivité, ce sont les charges sociales. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions proposé avec Marine Le Pen cette mesure de bon sens. Mais il y a aussi la question de la formation. La formation professionnelle n'est pas suffisamment incitative en France, c'est la raison pour laquelle nous voulons baisser l'âge d'entrée en apprentissage à 14 ans et que Marine Le Pen avait proposé en fait un chèque d'État pour toutes les entreprises qui embaucheraient des jeunes de moins de 25 ans, que ce soit en alternance, en apprentissage ou en formation professionnelle. Et donc, en fait, c'est une augmentation du salaire du jeune, mais c'est aussi un dédommagement de l'entreprise pour la remercier de consacrer du temps à la formation d'un jeune. Et après, il y a aussi la question du logement. Eh bien, commençons par appliquer la priorité nationale dans l'attribution de logements sociaux. Ça libérera un certain nombre de logements. Commençons aussi par appliquer la priorité nationale dans les logements étudiants. Et dans les logements étudiants, dans les internats, nous pouvons aussi les mettre à la disposition des travailleurs saisonniers, ce qui réglerait considérablement le problème de la restauration, par exemple, en période estivale. Si on logeait les travailleurs saisonniers dans des logements vides l'été, ça serait une réponse
à cette problématique, à cette pénurie de main-d'œuvre. Et alors, sur un argument qu'on a encore entendu récemment sur France Inter lors d'un débat entre Najat Vallaud-Belkacem et Thibault de Montbrial, cet argument qui dit ce sont pour justifier l'immigration de travailleurs, l'arrivée de travailleurs immigrés, ce sont des travaux que les Français ne veulent pas faire. Est-ce que c'est du mépris ou c'est une mauvaise analyse ou c'est une réalité ? Je pense en effet que c'est du mépris à l'égard des classes populaires. Moi, je pense que sur les 5 millions de chômeurs que compte la France, il n'y a pas 5 millions de feignants. La plupart du temps, il s'agit d'un chômage subi. Et ensuite, s'il devait y avoir des profiteurs de la situation, là, en effet, il faut lancer un grand plan de lutte contre la fraude. Et c'est précisément ce qu'a souhaité Marine Le Pen. Sauf que là, on se retrouve avec une hypocrisie de nos gouvernements qui ferment les yeux sur les fraudeurs et en même temps qui visent à dire les Français sont des feignants. Donc nous, on ne s'inscrit pas du tout dans ce système-là. Au contraire, nous regrettons ce chômage de masse en France que les gouvernements n'arrivent pas à endiguer finalement par lâcheté et par mauvaise décision politique. Oui, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ironique de voir en couverture de Libération qui titrait un appel à régulariser les travailleurs non déclarés et clandestins, de voir des députés plus libéraux du centre et des députés communistes comme Fabien Roussel. Est-ce que Fabien Roussel est-il encore communiste ? Vous parlez de la tribune qui a été co-signée par le président de la commission des lois, Sacha Houlié, qui est un macroniste. Là, c'est vrai que c'est une tribune qui a été présentée comme une tribune transpartisane. Or, de souvenir, il n'y avait pas de députés de la France Insoumise, il n'y avait pas du tout de députés Les Républicains et il y avait encore moins de députés Rassemblement National. C'est une tribune qui a recueilli, je crois, une trentaine de signataires. Je rappelle qu'il y a 935 parlementaires en France, c'est-à-dire que c'est moins de 3% des parlementaires nationaux qui ont co-signé cette tribune. Donc je pense que cette tribune a eu un effet médiatique absolument démesuré par rapport à son poids. Et ce qui me fait doucement rire, c'est que finalement, M. Sacha Houlié, un macroniste, est le pire adversaire de M. Darmanin, aussi un macroniste. M. Darmanin qui nous dit vouloir mettre en application des mesures de fermeté, finalement, il est complètement minoritaire au sein de son groupe et ceci illustre parfaitement la fracture qui règne au sein de la Macronie entre l'aile gauche et l'aile droite, mais c'est toutes les limites du en même temps. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance à Emmanuel Macron pour régler le problème de l'immigration, parce que le en même temps en matière d'immigration, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, en 2018, a déjà présenté une loi visant à lutter contre l'immigration. Or, c'est une loi qui finalement s'est réduite à élargir le regroupement familial. Donc, pour régler la question migratoire, on peut absolument pas faire confiance aux macronistes. Et nous demandons à Emmanuel Macron de mettre en œuvre un référendum sur l'immigration, comme le propose Marine Le Pen. Et ce référendum sur l'immigration, au moins, il dira les choses clairement. Nous ne souhaitons plus qu'il y ait de régularisation massive. Nous souhaitons revoir le droit du sol. Nous voulons renvoyer les clandestins en situation irrégulière et nous ne voulons leur accorder aucune aide. Nous voulons mettre en place une politique dissuasive et c'est la seule chose en fait, c'est les seules méthodes qui finalement seront en adéquation avec les demandes des Français, dont je rappelle, l'immense majorité souhaite en effet qu'il y ait un référendum sur l'immigration et l'immense majorité des Français souhaite qu'on diminue l'immigration en France. Alors, on va revenir au cœur du problème, c'est cette arrivée massive de migrants sur l'île de Lampedusa qui devrait en réalité se poursuivre. On va recommencer toute cette musique, tout ce manège. Ursula von der Leyen se rendra sur l'île peut-être une seconde fois. On va de crise en crise, rien ne change. Rien ne change parce que les gouvernements, les dirigeants ne changent pas, que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein de la France. C'est la raison pour laquelle les élections européennes du 9 juin prochain revêtent une importance capitale parce que ça sera finalement un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous voulez plus d'immigration comme le propose l'Union européenne actuellement ou est-ce que vous voulez moins d'immigration comme le propose le Rassemblement national et ses alliés au sein du groupe Identité et Démocratie, d'où la raison de mon appel à la mobilisation des électeurs pour ces élections européennes le 9 juin prochain.
Alors, votre candidat sera Jordan Bardella, Oui. qui est président du Rassemblement national. Alors, Jordan Bardella a toujours fait de la politique. Est-ce qu'il ne monte pas trop vite, trop haut, sachant qu'il a un bagage assez léger, on va dire, en termes de vie professionnelle? Est-ce que c'est une limite à ce candidat? Alors, le talent n'attend pas les années. Moi, ce que je vois, c'est que Jordan Bardella est un jeune homme remarquable, un grand travailleur. C'est quelqu'un qui travaille ses dossiers dans le fond. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et ça se ressent. Je rappelle qu'il a été élu avec plus de 85% des voix l'année dernière au moment de notre élection interne. C'est un jeune homme qui est plébiscité quand on le voit sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion de l'accompagner au Salon de l'Agriculture. C'est un jeune homme qui incarne la France de demain, qui suscite de l'espoir, l'enthousiasme, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est la 3e personnalité politique préférée des Français. Très bien. On va y revenir dans un instant, Edwige Diaz, mais il est bientôt 9h. Le moment de faire un point sur l'actualité avec Adèle Rosner. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes avec Edwige Diaz, députée Rassemblement national de la 11e circonscription de Gironde et vice-président du Rassemblement national. Nous évoquions il y a un instant la candidature de Jordan Bardella aux prochaines élections européennes. Qui retrouvera-t-on sur la liste de Jordan Bardella? Voilà, on a encore un peu le temps. Hein. Ces élections auront lieu dans 9 mois. À titre de comparaison, quasiment aucun autre parti n'a déclaré sa tête de liste. Donc avant de vous dévoiler le nom de la liste, voilà, il y a un peu de temps, ça viendra dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ne vous inquiétez pas, vous serez informés. Alors, on peut parler aussi de ces sondages qui donnent Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle prochaine. Alors là, pareil, on a le temps. Qu'est-ce qui vous fait espérer que cette fois, entre guillemets, sera la bonne, comme on dit, puisque Marine Le Pen pourrait voir éventuellement comme adversaire au second tour Édouard Philippe, quelqu'un qui a cette expérience de la Macronie, qui représenterait un peu la succession d'Emmanuel Macron, mais sans peut-être son côté, le côté arrogant reproché souvent au président. Édouard Philippe, c'est quand même la personnalité politique française qui souhaite l'âge légal de départ à la retraite à 67 ans. Ça, je pense qu'il convient de le rappeler, parce que si l'immense majorité des Français et des travailleurs français étaient opposés à une réforme de la retraite avec un âge légal de départ à 64 ans, je vois mal comment les Français pourraient voter pour quelqu'un qui souhaite un âge légal de départ à 67 ans. Édouard Philippe est un macroniste de la première heure. C'est la raison pour laquelle il est comptable du bilan d'Emmanuel Macron en matière de casse sociale et d'effondrement économique, par exemple. Les sondages que vous évoquez, bien sûr, nous les regardons avec attention, mais nous les accueillons surtout avec humilité. Parce que la prochaine élection présidentielle a lieu dans quelques années. Et donc, loin de nous l'idée de nous dire que tout est acquis et que nous allons nous reposer sur nos lauriers pendant 3 ans et demi. Au contraire, au Rassemblement national, nous sommes très attachés à la valeur travail, à la valeur sérieux. Alors, c'est vrai que ces sondages finalement accrédite la victoire idéologique de Marine Le Pen, accrédite aussi notre victoire en matière de respectabilité et de crédibilité. Pour autant, nous devons continuer à travailler. C'est la raison pour laquelle je disais que tout l'appareil est mobilisé, de l'élu municipal au député national. Tout le monde continue de travailler, même si en effet on peut se réjouir que Marine Le Pen soit, que ce sondage indique que 61% des Français pensent que Marine Le Pen peut gagner. Moi, je suis d'accord avec eux et nous allons tout faire pour que Marine Le Pen gagne la prochaine élection présidentielle. Il en va de l'avenir de notre pays. Il en va de la protection et du bien-être des Français. Nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les Français soient heureux dans leur pays, qu'ils se sentent protégés, qu'ils bénéficient d'une justice digne, qu'ils aient un pouvoir d'achat décent, que les femmes puissent se sentir en sécurité et que la France retrouve son rayonnement économique. Ça, c'est possible avec Marine Le Pen. Et comment vous constatez localement, que ce soit dans votre circonscription de Gironde ou bien dans votre région Nouvelle-Aquitaine, cette progression de Marine Le Pen? Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que c'est une colère anti-Macron ou c'est une adhésion à sa personne?
sa personnalité? Alors autant il y a quelques années, je pouvais vous dire que le Rassemblement national était en effet un parti, alors c'était le Front national à l'époque, c'était un parti défouloir, c'est-à-dire on contestait le système en votant pour le Front national. Aujourd'hui c'est tout à fait différent, il y a un véritable vote d'adhésion en faveur du Rassemblement national et un véritable souhait que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Moi je le vois sur ma circonscription, vous savez, même ça fait 10 ans que je suis engagée au Rassemblement national et aujourd'hui quand nous distribuons les tracts sur les marchés, opération que je mène au moins une fois par semaine dans ma circonscription, y compris en période non électorale, les Français viennent nous voir et ils nous disent vous au moins on vous voit, vous au moins vous vous intéressez à nous et est-ce que vous pouvez me donner des tracts pour que j'en donne un petit peu à nos voisins. Et d'ailleurs tout ce que je vous dis ça se ressent en matière d'adhésion. Nous n'avons jamais enregistré autant d'adhérents au Rassemblement national et je me permets de dire aux Français, à vos auditeurs, écoutez, si vous voulez que le Rassemblement national arrive en tête au moment des élections européennes, si vous voulez que Marine Le Pen soit présidente de la République en 2027, nous avons besoin de vous. Et donc moi, je vous invite à adhérer au Rassemblement national. Parce que quand vous êtes adhérent au Rassemblement national, vous avez accès aux informations. Vous avez accès aussi aux formations qui sont proposées par le parti à l'échelon local et aussi à l'échelon national. Et donc finalement, vous contribuez à la dynamisation de notre parti. Et quelque part, si nous gagnons en 2024, le 9 juin 2024, aux élections européennes et en 2027, au moment de l'élection présidentielle, eh bien, en ayant adhéré au Rassemblement national, en ayant voté pour Jordan Bardella et Marine Le Pen, vous aurez entre vos mains une petite partie de ces victoires. Alors, vous êtes vice-présidente du Rassemblement national, donc déléguée à l'implantation locale. Donc, j'imagine que vous connaissez ce travail de terrain. Comment ça se déroule face à des Français qui sont de plus en plus abstentionnistes pour essayer de les convaincre de retourner dans les bureaux de vote, sachant qu'il y a une forte proportion chez ces abstentionnistes à considérer que l'ensemble du personnel politique est corrompu, est incapable, incompétent ou déconnecté des réalités. Je pense qu'au Rassemblement national, nous ne sommes pas perçus comme ça. Je vais vous donner un exemple. À l'issue de la réforme des retraites, les Français ont considéré que le Rassemblement national était le groupe politique qui s'était le mieux tenu, avec le plus de dignité, qui avait le plus travaillé son projet et qui était le plus proche des préoccupations des Français. Donc ça, c'est une bonne chose. Nous disons aux Français que la situation qu'ils subissent actuellement, c'est-à-dire ce matraquage fiscal, ce déclassement social, cet ensauvagement de la société, ça n'est pas le résultat d'une fatalité, c'est le fruit de mauvais choix politiques. Et donc ces mauvais choix politiques peuvent être remplacés à la suite des élections par de bons choix politiques. Et nous, c'est cette offre, c'est cette proposition que nous leur faisons. Nous disons aux Français, faites-nous confiance, continuez de voter pour vous. Faites en sorte que vos voisins, que vos amis, que vos familles votent également pour nous et ensemble, nous pourrons contribuer au redressement national parce que s'il y a bien une femme politique française qui est déterminée à ne pas se résigner, c'est Marine Le Pen. Alors dans l'actualité parlementaire, les présidents de partis représentés donc, au Parlement ont été conviés par le député Boris Vallaud, président du groupe socialiste apparenté à l'Assemblée, qui invitait les parlementaires à relancer le dialogue et la recherche d'un consensus dans la lutte contre la précarité et l'instabilité des familles monoparentales, notamment en facilitant leur accès aux services publics. Le constat qu'il tire est le suivant pour cette invitation et ce travail parlementaire. C'est la question des familles monoparentales qui est un sujet orphelin de la vie politique française. Originalité ou non, on va le voir. Les parlementaires du Rassemblement national, qui représentent le premier parti au sein de l'Assemblée, n'ont pas été invités. J'imagine que c'est parce que vos administrés ne sont pas touchés par cet enjeu des familles monoparentales. Est-ce que c'est ce genre de sectarisme où on oublie, on l'a beaucoup vu au début de votre députation, est-ce que c'est courant à l'Assemblée nationale ? Oui, alors... Pour reprendre globalement, la question des familles monoparentales était une des grandes causes annoncées mais oubliées, donc une des grandes causes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a rien fait en faveur des familles monoparentales qui représentent quand même un quart des familles françaises et 40% des enfants qui vivent en famille monoparentale sont en situation de pauvreté. Donc il y a urgence à agir.
En ce qui concerne la proposition de rassemblement autour du Parti socialiste qui exclut par sectarisme le Rassemblement national, eh bien moi je me dis que les socialistes ne manquent pas d'air. Parce que moi, je vais quand même rappeler que la gauche a complètement oublié, a même détruit des valeurs qu'elle a pourtant portées de manière républicaine pendant très longtemps. Je pense aux valeurs de la laïcité, de la protection des classes ouvrières et aussi de la protection de la famille. Alors moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, on a eu un président de la République qui était socialiste. Il s'appelait François Hollande. François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait pour les familles? Il a saccagé la politique familiale. Il a fait des milliards d'euros d'économies sur les familles françaises. Je crois qu'entre 2012 et entre 2017, c'est-à-dire quand il était président de la République, il a fait 4 milliards d'euros d'économies sur le dos des familles françaises. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé le quotient familial. Il a baissé la prestation d'accueil des jeunes enfants. Il a baissé le montant du CLCA, c'est le complément de libre choix d'activité. Voilà, c'est ça. Il a gelé la prime à la naissance. Il a réformé les allocations familiales. Et il a même été jusqu'à imposer l'augmentation de 10% sur les retraites des familles qui avaient eu plus de 3 enfants. Donc la gauche a détruit la politique familiale française et ça a eu pour conséquence une chute de la natalité de 7%. Et comme Emmanuel Macron n'a rien fait en faveur de la politique familiale et notamment en faveur des familles monoparentales, aujourd'hui la France déplore le taux de fécondité le plus bas depuis 1946. Donc nous n'avons aucune leçon à recevoir de la part de cette gauche et de cette Macronie qui ont détricoté la politique familiale. Donc nous, au Rassemblement national, qu'est-ce qu'on propose ? On propose qu'il y ait un crédit d'impôt pour les gardes d'enfants. Ça, c'est important. Nous souhaitons qu'il y ait aussi une création de places de crèche parce qu'Emmanuel Macron avait promis la création de 30 000 places de crèche. Or, là aussi, c'est une promesse oubliée. Et nous voulons, d'une manière générale, réduire les dépenses contraintes des familles, c'est-à-dire augmenter leur pouvoir d'achat. Grâce à toutes les mesures en faveur du pouvoir d'achat qui ont été proposées par Marine Le Pen à l'occasion de l'élection présidentielle, eh bien, nous aurions rendu entre 150 et 200 euros de pouvoir d'achat par mois aux familles. Et nous voulons aussi appliquer la priorité nationale dans l'accès aux logements sociaux, parce qu'on sait malheureusement que les familles monoparentales sont frappées par cette précarité, et moi je le vois dans ma permanence. J'ai des familles monoparentales qui viennent me voir et qui me disent « J'ai fait une demande de logement social depuis des années et vous savez ce qu'on m'a répondu ? On m'a répondu que je ne suis pas prioritaire. » Alors en France, qui est prioritaire si ce ne sont pas nos familles françaises et notamment nos familles monoparentales ? Eh bien la question est claire, la réponse est claire. Il faut savoir qu'en France, 620 000 logements sociaux sont occupés par des étrangers. Ça n'est pas normal. Nous considérons qu'en France, ce sont les familles françaises qui doivent être prioritaire dans l'accès au logement social. Alors vous pointez l'action de la gauche qui a détruit la politique familiale française. Mais alors, pour revenir aussi au sujet des familles monoparentales qui sont parfois liées à des divorces, est-ce que vous évaluez aussi le coût social, les conséquences sociales des divorces qui touchent 46% des mariages ? Oui, mais bon, après, je veux dire, encore heureux que le divorce soit autorisé en France et encore heureux que les femmes soient autorisées à divorcer. Moi, je suis féministe. Vous savez, je pense que le coût social du divorce... Si on prend du recul sur le bilan. Bah, c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas empêcher les couples de divorcer et encore moins les femmes de divorcer parce que cela relève de leur liberté. Mais pour le coup, l'État français doit être aux côtés de ses compatriotes qui font le choix de divorcer et en aucun cas, ce sont les enfants qui doivent être victimes des décisions de leurs parents. Et donc l'État doit accompagner les parents qui décident